Docteur Marico, je vais progresser. Merci pour cette partie. Vous êtes un maillon essentiel du M5. Les ténors de ce mouvement crient aujourd'hui à la trahison, au retour des forces rétrogrades. Vous êtes muet. Est-ce normal? Si on sait que c'est une répétition historique qui se présente, les mêmes éléments, les mêmes reproches qu'en 91 reviennent en 2020. Mais votre silence devient-il pas coupable? Je ne suis pas silencieux, mais seulement les techniques de communication à l'ordre du renseignement font que nos voix sont étouffées. Et vous savez, c'est 91, 2020, quand j'ai observé, je dis, c'est une répétition tragicomique de l'histoire. Tragicomique de l'histoire. Tragique parce qu'il y a eu des morts. Comique parce que les mêmes acteurs ayant fauté hier ont été rejoints par d'autres, mais ils reprennent les mêmes fautes maintenant. Et ça devient ridicule, ça devient comique. C'est ce qui s'est passé. Je peux vous dire que, permettez-moi de faire une petite comparaison, 91-2020, et puis en même temps je vous dirai après que je ne me suis jamais tué, que nous ne nous sommes jamais tués. En 91, je mets tout le monde au défi de me dire qu'il ait existé un mouvement dit démocratique, avec un programme politique, avec un projet de société ou avec un programme minimal. Il n'y en a pas. Si bien que c'est une aberration, parfois je l'écris moi-même, je le dis nous-mêmes, que de parler de mouvement démocratique. Démocratique, mouvement par rapport à quoi? Démocratique par rapport à quoi? La démocratie est très profonde, parce qu'on ne saurait la confondre avec les libertés d'expression, les libertés d'opinion, qui sont des éléments de la démocratie. Donc le groupement que vous étiez n'était pas homogène? Pas du tout. Voilà comment le mouvement démocratique a été constitué. Vous savez, le CENID et l'ADEMA sont deux entités qui étaient des associations politiques. Le CENID créé le 18 octobre 1990 et l'ADEMA le 25 octobre 1990. Je suis initiateur, j'insiste beaucoup sur ça, et fondateur de CENID Association. Bien. Bon, donc, les deux associations n'ont jamais pu faire de programme commun par rapport même à la revendication de la démocratie, du multipartisme. Le CENID a dit, nous voulons qu'il y ait le multipartisme au Mali et que la démocratie multipartiste doit être une camisole de force qu'il faut faire porter à l'UDPM, à Moussa Traoré. Et que la démocratie, le multipartisme va se faire sous Moussa et contre Moussa. Ça, c'est le CENID qui le dit. C'était une prise de position stratégique. L'ADEMA dit, l'UDPM dit qu'il va organiser son congrès en mars 1991. Nous sommes prêts à faire la aide d'honneur pour que l'UDPM puisse faire son congrès et assurer après l'ouverture au multipartisme. Voilà déjà deux entités qui avaient des visions séparées. La première déclaration est de Maître Amidou Diabaté, secrétaire général à l'époque du CENID, et Ali Diallo, secrétaire politique de l'ADEMA. Allez-y leur poser la question, ils ne vont pas nier. Maintenant, comment tout ce mouvement s'est retrouvé en 2020? Comment il s'est retrouvé contre Moussa Traoré? Ce mouvement s'est retrouvé contre Moussa Traoré par le fait de l'AUM. Parce que l'AUM, quand elle a fait ses revendications, le régime de Moussa avait refusé d'abord le dialogue avec nous en disant allez-y à l'UNGM. Parce que c'était l'Union nationale des jeunes du Mali, la jeunesse de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. On nous a instruit d'aller passer par ce mouvement-là, cette jeunesse politique. Nous avons refusé, nous sommes un syndicat, on n'est pas politique. On n'est pas d'un parti politique. Maintenant, nous avons marché. Un certain 4 mars. On a marché, on a fait des meetings. Le régime a été obligé d'accepter, sous les pressions des femmes de l'UNFM et de l'association des parents d'élèves, d'accepter le dialogue. Maintenant, une semaine après, le régime a dit on est d'accord avec tout, mais vous attendez le mois de juillet. Mais connaissant Moussa Traoré, c'était une façon de gagner du temps et de nous arrêter tous après. Nous avons refusé, nous avons dit non. Vous avez regardé nos revendications, vous dites ce que vous pouvez faire, vous le faites. Maintenant, quand le régime a dit, à juillet, nous avons dit non, on ne veut pas. On fait un meeting, on viendra vous dire notre résultat. Mais sachant le régime, nous avons convoqué en ce moment le CENID de l'ADEMA, je l'avais dit tantôt,
Nous avons convoqué les différentes composantes de la contestation du régime de Moussa Traoré pour le multipartisme et pour les droits humains. Donc il y avait la MDH, il y avait l'AGLD, il y avait l'ADID. Ces deux associations étaient des associations de revendication pour l'emploi. Et il y avait également CDCD, etc. On les a convoqués pour leur dire, bon, là, nous, on va sortir demain, mais apparemment, le régime veut nous réprimer. Donc venez avec nous. Donc on s'est retrouvés, quand on nous a réprimés, on s'est retrouvés à créer l'organisation, la coordination de l'organisation démocratique. On s'est retrouvés à créer ça. On est allé au combat. Et quand le régime a chuté, les voix étaient différentes. L'ADEMA a dit, nous voulons une conférence nationale et après des élections. Comme ça s'est passé au Bénin. Le Sénégal a dit non, il n'y a plus sujet à faire une conférence nationale. Il faut mettre sur place une convention pour appliquer les revendications populaires, à savoir Ante Korolen fait Fokroa, Kokadje. Donc, c'est ce que le Sénégal avait dit. Donc, une constituante à mettre sur place, tout de suite, et à appliquer les mots d'ordre lancés par le pouvoir et par les masses dans la rue. Là, les militaires ont tranché pour le comité de transition pour le salut du peuple. Donc, où se trouve le mouvement démocratique constitué ici? Ça n'existe pas. Maintenant. Donc, la réplique a été faite avec le M5. Là où ça a été fait, je vous le dis tout de suite, c'est que Amadou Toumane Touré a été obligé de venir et Moussa Bala Diakité a été obligé de lui proposer pour qu'il dise qu'il n'est plus, au bout de 9 mois, il va quitter le pouvoir. Mais en 2020, le mouvement M5 a vu le jour, évidemment, après le 5 juin 2020, mais avant. Et il faut dater cette situation, cette période-là, après les élections de 2018, les présidentielles de 2018, pour caractériser les mouvements, les forces en présence. Après les élections de 2018, le parti Sadi a appelé tout le monde à ne pas voter au deuxième tour. Donc, le FSD, avec l'URD, Soumala et autres, sont partis aux élections. Sortis des élections maintenant battues, on s'est retrouvés pour créer un front contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. On a eu des problèmes à ce niveau parce que la plupart des organisations disaient que c'est Soumala qui a gagné, pas Ibrahim Boubacar Keïta. Donc allons-y, pousser Ibeka dehors pour mettre Soumala à sa place. Nous avons dit au Sadi qu'il n'y a pas eu d'élection transparente. Il n'est pas question pour nous, qui avons demandé aux populations de ne pas aller au vote au deuxième tour, d'aller leur dire que c'est X qui a gagné ou c'est Y qui a perdu. On a dit non, si vous acceptez, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, le FSD, va être un mouvement qui va chasser Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, qui va redéfinir les règles démocratiques du jeu au Mali. Soumala est à égalité avec Oumar Mariko, avec tout le monde dans ce jeu. Si vous acceptez ça, on s'en va ensemble. Ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est Soumala qui a gagné. Et ça a donné toute cette vague de mouvements de protestation au niveau du FSD. En ce qui nous concerne, ayant refusé ça, on a créé la COFOP. Mais lorsque nous avons pris langue avec les religieux, à partir du 10 février, au meeting qui a été provoqué par le shérif de Nioro, et Mahmoud Diko, et puis une partie du Haut Conseil islamique, au sortir de ce meeting, nous avons intensifié nos rencontres avec Mahmoud Diko, ce qui a abouti au mouvement du 5 avril, qui a été déclenché par Mahmoud Diko sans nous prévenir à l'avance. Après le mouvement du 5 avril, c'est là où vous allez comprendre davantage les forces en présence. Le 5 avril, alors Ibeka a proposé le départ de Boubé et la mise sur place d'un gouvernement et d'un autre gouvernement, de large ouverture. En ce moment, tous les partis politiques sont allés au gouvernement. Sauf évidemment le Sadi. Sauf également l'URD contrainte et forcée, parce que l'URD était tenté. C'est le fait de perdre le chef de file de l'opposition, le statut de chef de file de l'opposition, qui a fait rétracter l'URD pour qu'il s'inscrive dans l'opposition. Donc dans cette opposition-là, tout le monde étant rentré dans le gouvernement de Boubou Cissé, ils ont déclenché le dialogue national inclusif. Pour nous, le dialogue national inclusif était sans objet. Mais ceux qui ne sont pas allés dans le gouvernement sont allés au dialogue national inclusif. C'est-à-dire que Soumaïla
l'URD, tous sont allés au dialogue national inclusif. Le SADI n'y est pas allé. Alors, puisque nous ne sommes pas allés au dialogue, nous avons entrepris toutes les autres composantes de la société pour qu'on crée un vaste mouvement patriotique. Et ce mouvement patriotique, nous avons rencontré les syndicats d'enseignants, le syndicat des magistrats. Nous avons rencontré le syndicat de la santé. Nous sommes allés rencontrer les chasseurs d'Ozo à Massina, à Massina, à 100. Nous avons rencontré la SEMA. Nous avons rencontré toutes les forces qui contestent le régime ou toutes les forces qui sont à problème au Mali pour qu'ensemble on crée un vaste mouvement et qu'on arrive à la conclusion que le régime de Ibeka était complètement hors jeu. Il faut le chasser et il faut ouvrir un dialogue national souverain pour revisiter toutes les questions. Donc c'est là que nous, les forces en présence, se sont divisées. Alors qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après? Après, nous avons fait première sortie le 29 novembre, deuxième sortie le 13 décembre, une autre sortie le 10 janvier. Et entre ces différentes sorties, Macron a réagi et a appelé les chefs d'État à venir le voir à Pau, face à nos prises de position. Ibeka aussi a réagi en balançant les élections législatives sous nos pieds et avec l'idée de pouvoir écarter tout ce qui était contestataire, au moins de ne pas rentrer dans l'Assemblée nationale. C'est ce segment qui s'est développé. Maintenant, au sortir des élections législatives, la première contestation pour dire qu'il faut que Ibeka s'en aille, elle est venue de Kolondieba. C'est nous qui avons lancé cet appel-là à Kolondieba, tous ensemble pour faire partir Ibrahim Boubacar Keïta. Là, il n'y avait pas EMK. Mais ça, c'était consécutif au fait que vous avez perdu votre mandat de Kolondieba. Oui, c'était la poursuite de notre lancement du 29 novembre 2019. Parce que le 29 novembre 2019... Donc c'était le cri d'un perdant. Non, ce n'était pas le cri du perdant, justement. C'était la continuité de l'action. Parce que nous sommes allés aux élections législatives avec deux choses. Pour nous, les élections sont un terrain de lutte. Si on avait gagné aux élections, le combat pour demander le départ de Ibeka allait prendre une autre forme. Mais il allait continuer. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait absolument rien aménager avec le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous l'avons écrit ici, vous allez voir, nos déclarations sont là, sur la question. Donc, à partir de cet instant-là, si moi j'étais rentré à l'Assemblée nationale, le combat allait continuer. Pour le départ de Ibeka, parce que pour nous, le régime ne pouvait qu'aggraver la situation. Et à partir de Kolondieba, j'ai fait un appel à Sikasso. Et tout de suite, tout le monde avait crié au fait qu'on était en train de faire un appel à la sédition. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de MK, il n'y avait pas de Troïka. C'est-à-dire que EMK, et Ensemble Marie-Croix, le FSD et la SEMA ne s'étaient pas retrouvés en organisation pour parler de Troïka et demander le départ de Ibeka. Ça, c'est une réalité que l'on peut vérifier eux maintenant. Parce que je suis effaré face aux falsifications trop récentes de l'histoire de notre pays. Et vous pouvez comprendre en ce moment les falsifications de l'histoire de 91. Dieu sait qu'il y a eu trop de falsifications de l'histoire, du mensonge, des calomnies et tout, et tout, et tout. Alors donc il faudra, nous avons aussi un devoir, c'est d'édifier les gens. Et là, nous nous prêtons à ce jeu-là. Et là maintenant, lorsque nous sommes partis, après les élections, le régime, la Troïka, a appelé à un meeting le 5 juin. C'est le moment de profiter de dire ceci à des Maliens qui sont dans la diaspora, qui n'étaient pas dans notre parti, qui ne sont pas avec nous. Il est temps qu'ils parlent. Pour dire quoi? Que eux tous, ils ont appelé Oumar Mariko par des vidéos, par ceux qui peuvent approcher mes amis, mes proches. Ils ont appelé le SADI à venir se joindre au meeting du 5 juin. Nous avons été appelés par tout le monde. Et nous avons dit à tous, nous n'avons aucune confiance en ceux-là qui dirigent la Troïka. Nous l'avons dit. À part quelques-uns, nous n'avons pas confiance aux responsables de la Troïka. Nous l'avons dit. Mais on nous a monté des pressions partout pour dire venez participer, il s'agit du départ de Ibeka. Et quand on leur a demandé, ils ont dit c'est pour que Ibeka parte. C'est en ce moment que nous sommes venus au meeting. Maintenant, que ce soit ce meeting, après ce meeting, il y a eu la création du M5 RFP. Là déjà, on a été exclus de l'invitation qui créait le M5 RFP. On nous a exclus. Nous étions présents, mais après ils se sont retrouvés à 3
Ils ont créé le M5RFP, ils ont mis sur place un comité stratégique, ils se sont octroyés 6 places, et au MDP qui est venu un peu plus tard dans leur comité stratégique, ils ont mis une personne pour le MDP. Alors donc, ils nous ont dit, c'est juste pour que Ibeka parte. Il faut qu'ils se souviennent. Mais le mouvement politique qui a dit qu'il faut qu'Ibeka parte, le changement du régime et de système qui va jusqu'à revoir le type d'État que nous avons pour changer le type d'État, c'est le mouvement MDP qui l'a dit depuis le 29 novembre 2019, un peu avant pour les précurseurs du mouvement. Alors donc quand on s'est retrouvés pour que Ibeka parte, Ibeka est parti. De la tribune au monument de l'indépendance, j'ai dit, l'une de nos raisons de rassemblement était le départ de Ibeka. Maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que nous devons faire? Cela a été mal accueilli par le comité stratégique du M5. Nous avons écrit 48 heures après au comité stratégique pour demander une rencontre pour que nous puissions évaluer la situation et dire qu'est-ce que nous allons faire après. Mais non, nous n'avons pas été. Au contraire, ça fait un tollé au niveau du comité stratégique des gens pensaient qu'on se singularise, alors que pour nous, on a dit Ibeka s'en va et après. Après, on pouvait le discuter parce que nous étions mus par la volonté de continuer dans l'unité d'action, cette fois-ci avec des revendications nouvelles, dans une forme nouvelle, dans une vision nouvelle. Mais on pouvait, c'est loin d'imaginer que des démocrates, des gens qui en voulaient à Ibeka parce qu'il est démocrate, refusent le débat contradictoire pour qu'ensuite nous sortions quelque chose d'ensemble. Donc ils ont répété Marche 91, chacun est allé rencontrer les militaires. Là où Marche 91 n'a pas été répété, c'est qu'ils n'ont pas eu la présence de contraindre les militaires à venir qu'on s'assied, qu'on discute. Ce n'est pas une répétition, c'est une répétition comique. Parce qu'ils n'ont pas pu contraindre les militaires. Alors que les militaires qui ont arrêté Ibeka le 18 août 2020 ont pu le faire grâce à la formidable mobilisation qu'on a faite et à l'invitation que nous leur avons adressée. Pendant une conférence de presse, j'ai eu à dire que les militaires doivent arrêter maintenant de soutenir un régime contre le peuple. Et au meeting, j'ai répété la même chose. Et c'est la formidable mobilisation qui a eu lieu à l'intérieur du pays, à l'extérieur du Mali, a fait que les forces étrangères ont préféré garder la neutralité. S'il n'y avait pas ce mouvement-là, les militaires ne pouvaient pas agir parce que la force étrangère allait les dissuader. Et c'est sur ça d'ailleurs que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta comptait pour pouvoir continuer à traiter de façon éhontée le peuple malien dans cette façon de gérer son pays. Alors donc voilà, il y a eu une répétition de l'histoire. Ils sont tous allés là-bas, discuter avec les militaires séparément. Avec quoi? Pas avec des revendications, pas avec une charte. Ils sont allés voir les militaires pour des questions de portefeuille. Et les militaires aussi ont compris ça. Tu vas être président, je vais être premier ministre. Tu vas être vice-président, je vais être ceci, ça. C'est cette discussion qu'ils ont amenée. Et cela est soutenu par quoi? Il n'y avait aucune réflexion à la base, comme Marche 91, pour dire, voilà qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour gérer l'après-transition. On n'avait pas ça, on n'avait pas pensé à ça. Encore Marche 91 était encore meilleur parce qu'immédiatement après le départ de Ibeka et de Moussa Traoré, on s'est retrouvés pour dire, bon, Kokadje, tout ça là, etc., etc., sans lui donner un contenu réel. On a fait quelques efforts parce que les militaires aussi sont revenus à nous, sous notre pression. Mais ici, cette fois-ci, rien. Maintenant, quand ils ont échoué face aux militaires et quand ils ont accepté les concertations nationales sans support, parce que rien n'a été discuté pour qu'on dise on va faire des concertations dans telle chose. Quand ils ont été mis mal à l'aise avec les militaires, ils ont accepté de rencontrer le MDP 24 heures avant la tenue des concertations nationales. Nous leur avons dit, nous allons comme des simples observateurs à ces concertations apporter ce que nous avons apporté, mais nous pensons déjà que les dés sont pipés. Et c'est pour cette raison que personnellement, vous ne m'avez vu ni à l'ouverture, ni aux travaux, ni à la clôture des concertations nationales. Parce que les dés étaient déjà pipés. Cette grande mobilisation a été ramenée à l'appétit de poste des responsables du comité stratégique qui n'ont pas trahi le peuple malien par rapport aux ambitions premières de chasser Ibeka, mais qui n'ont pas été à la hauteur pour lire la mobilisation et comprendre que cette mobilisation était celle d'un peuple médusé, fatigué, qui voulait avoir un changement
pas seulement de régime, mais de système. Le comité stratégique n'a rien compris dans ça, parce qu'aveuglé par les positionnements individuels, par des calculs individuels, des agendas cachés, et incapable d'ouvrir le débat en son propre sein, au sein du comité stratégique, au sein du M5. Voilà, ils payent le prix aujourd'hui, et le peuple malien avec eux. Parce que le peuple malien a eu confiance à ce soulèvement-là. Mais rien n'est perdu. L'essentiel, c'est qu'il faut que le peuple arrive à comprendre ce que ça vaut. Donc nous ne sommes pas restés silencieux. Parce qu'immédiatement, après les élections, immédiatement après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, comme nous l'avons dit, nous l'avons écrit, ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous n'avons pas voulu rentrer dans leur jeu, à crier partout, à parler partout, parce que les gens ne comprendraient pas l'essence. Maintenant, c'est eux qui ont été entendus. Les gens ont compris ce qu'ils voulaient. Maintenant, nous avons organisé la signature de notre charte. Donc on peut dire que le Mariko, homme politique sage, avec le nombre des années, s'impose aujourd'hui? Absolument, à chaque période, à chaque contexte, sa phase. À chaque phase, son comportement. Et je crois que les luttes passées m'ont beaucoup instruit, m'ont beaucoup édifié. Et forcément, ont joué sur mes réflexes. Forcément, ont joué positivement sur les réflexes. Mais je crois que, quelque part, il y a peu d'exagération, sinon le fondement reste. Donc, va-t-on assister au dernier baron de la contestation qui va rentrer dans la gestion? Parce que vous étiez avec Maître Moutagatal, les derniers rescapés du mouvement démocratique à n'avoir jamais servi dans un gouvernement. Et votre Moutaga est déjà rentré, mais à quand votre rentrée? Peut-être avec le CNT, vous allez prendre? Non, le CNT, avec ce qui a été dit comme quoi, avec le CNT, quand on rentre dans le CNT, on n'est pas capable, on ne peut plus se présenter aux élections présidentielles et législatives. Évidemment, ça limite notre ambition. Donc avec ça, le SADI peut être dans le gouvernement. Le SADI peut être dans l'exécutif des changements. Parce que le gouvernement est déjà constitué. Le SADI, nous accompagnons la transition. Nous n'avons jamais porté une opposition à cette transition. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas ce régime au Mali, excepté peut-être celui des Alpha Omar Konaré, là le SADI n'avait pas vu le jour, que nous n'avons pas accompagné ces premières heures. On a accompagné tous les régimes. Mais on ne voit pas ça. On allait jusqu'à passer 5 ans dans le gouvernement de Amadou Touré. Mais les gens ne sentent pas ça. Nous ne pouvons pas être d'accord avec un régime jusqu'à trahir les intérêts de notre peuple. Dès lors que la question n'est plus une question d'erreur ou de faute, mais c'est une intention réelle de pouvoir trahir le peuple malien, quel que soit notre poste de responsabilité, nous disons non. Les élections, c'est dans 18 mois. Le docteur Mariko est-il partant? Si oui, quelle est sa chance? Où son heure a-t-elle sonné? Le docteur Mariko représente un parti politique. Et ce parti politique a vocation à la conquête du pouvoir. Ce parti politique a une vision politique au Mali différente de celle de presque tous les partis politiques de la place, de toutes les partis politiques de la place. Et si les camarades, conformément à nos dispositions, m'accordent leur voix, je suis capable, je suis prêt à assumer. Et je suis presque sûr, disons que je suis même sûr que c'est la bonne année. Pour quelle raison je suis sûr de cela? Parce que je pense franchement qu'on va mettre un frein au trucage électoral. On va mettre un frein à la fraude électorale. On va mettre un frein à l'achat de conscience. L'achat de conscience, la fraude, les trucages ont donné des rangs à Omar Mariko qui ne sont pas ses rangs. On donné des pourcentages à Omar Mariko qui n'ont jamais été ces pourcentages. Pour preuve, en 2007, Amadou Touré m'a appelé vers 1h du matin pour me féliciter parce que j'étais en 3e position derrière Ibeka et derrière lui. Et cela, avec les tripatouillages qui ont suivi, on m'a catapulté en 4e position après avoir fait des tripatouillages partout. J'ai la conviction que ce n'est pas l'heure d'Omar Mariko seulement qui a sonné, c'est l'heure du peuple malien en quête de liberté, de justice,
d'épanouissement et de paix qui a sonné. Et Oumar Mariko peut l'assumer pleinement et entièrement. Docteur Mariko, 30 ans de course effrénée pour le Kokadje, pour la lutte contre la corruption. Est-ce que vous n'avez pas oublié votre propre personne? Ou bien vous êtes épicurien et que votre famille peut vivre d'eau fraîche et de pain? J'avoue, j'aimerais bien entendre mes enfants me juger. Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a un courant sympathique très fort entre nous. Mais j'aimerais bien être rentré dans leur intimité. Parce que ça n'a pas été 30 ans de repos ou 40 ans de repos. Pas du tout. Je ne me souviens pas avoir passé un mois plein de repos depuis les années 80. Un mois plein, Oumar Mariko est entre les siens, en train de parler, s'occuper d'autres choses, de dormir, de se reposer. Je n'ai aucune souvenance. Depuis 80, je ne l'ai pas fait. Entre les prisons, entre les menaces d'arrestation, entre les assassinats programmés, c'est tous les jours des changements de situation, d'insécurité qui ont jalonné ces 40 ans de lutte politique. Ça n'a jamais été de repos. Et les enfants, je me souviens un jour, mon premier garçon, nous avons passé une semaine sans se voir. Et pourtant, je dormais à la maison. Et lui aussi. Au bout de la semaine, il a dit « Hé, papa, il est comment ?» Il est né en 96. Il faut lui dire à peu près quel âge il a aujourd'hui. Il a dit « Papa, il est comment ?» Et j'ai eu honte de moi-même ce jour-là. Parce qu'effectivement, quand je rentre, il est 1h, 2h du matin, lui, il est déjà au lit. Lui, c'est un lève-tôt avec ses sœurs. À 7h du matin et 7h30, ils sont déjà partis. 6h30, ils sont déjà partis à l'école. Et c'est le moment que moi, je choisis pour aller en douche. Je ne les vois pas. Pendant une semaine. Il a dit, papa, uniformément. Et depuis cet instant-là, je me suis battu pour que les dimanches, je reste à la maison. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai entendu Maître Tapo dire sur les antennes que Mamadou Sensei Koulibaly m'a ramassé dans la rue pour me loger chez lui. Ce n'est pas faux. Maître Tapo n'a jamais dit la vérité, mais ça, il a dit la vérité. Pourquoi il a dit la vérité? Quand j'ai quitté l'école de médecine, et d'abord, quand j'ai quitté l'école de médecine, je n'avais même pas de lit sur lequel me coucher. Ancien membre du CTSP. C'est Maître Lamissa Koulibaly qui m'a surpris un jour couché sur le sol de Radio Kaira, juste avec une couverture à terre, qui m'a amené un matelas. Et donc, quand j'ai eu un peu d'argent et que j'ai commencé à loger dans les maisons, dans les villas avec ma femme, mes enfants, mes parents qui venaient me rendre visite, à chaque moment, chaque intervention ou chaque présence dans les activités, le propriétaire de maison venait me dire de quitter, en inventant des histoires. J'ai été chassé de pratiquement 3 maisons. J'appelle ça chasser. Et c'est entre-temps qu'ayant connu Mamadou Sensei Koulibaly, qui m'avait invité pour me rendre hommage à un repas, pour me rendre hommage pour le combat que j'ai fait contre le régime de Moussa Traoré. C'est ce Mamadou Sensei Koulibaly à qui j'ai pensé pour l'appeler au moment où on m'avait dit de quitter, j'étais sous 8 ans de quitter ma maison, sinon j'étais tout dehors, qui m'a dit, ah moi j'ai une maison à Meuty, dans la cour de Meuty, tu peux venir habiter là. Je suis venu, on était au nombre de 8 pour 3 chambres salon, avec les parents malades et tout. C'est à partir de là qu'un jeune menuisier est surpris de savoir que je n'ai pas de maison. Le Oumar Mariko dont on parle tant n'a même pas de maison. Il n'a pas de logement. Alors qu'il sait bien qu'on a donné des maisons et des logements à tous les anciens du CTSP, ministres aussi bien que membres du CTSP, a approché ma femme pour me trouver un terrain que j'ai acheté en 2001-2002 grâce au président Ben Bella, paix à son âme, de la République algérienne, que j'ai commencé à construire. Et c'est en 2017 que j'ai déménagé chez moi-même. Alors donc, vous savez, quand on mène cette lutte-là, on la paye et on la paye cher. Il y en a qui l'ont payé avec leur vie. Est-ce que moi, je peux me plaindre sur mon sort? Absolument pas. Parce que j'étais avec des camarades qui sont morts sous mes pieds. Des gens sont morts de misère.
Des gens sont morts sous des balles. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Mais je dis simplement, le combat pour l'épanouissement de son peuple, pour la justice et l'équité, est un combat qu'on paye. On paye très fort. Et en ce moment-là, les enfants n'ont pratiquement pas de père. Ils sont orphelins de leur naissance alors que le père vit. Je crois que c'est le cas de mes enfants. Alors donc, je pense qu'ils comprendront ils comprendront par ces comportements. Et mon souhait, c'est qu'ils tirent positivement de cette vie et qu'ils collent avec les réalités de mon peuple, de mon pays, pour combattre avec mes autres enfants qui sont au nombre de millions d'enfants au Mali, qu'ils continuent le combat, qui est le seul combat qui vaut la peine d'être mené dans cette vie, très courte, mais qu'il faut remplir pour que la postérité puisse dormir tranquille, puisse être libre, puisse être heureux. Voilà le sens de mon combat. Docteur Mariko, 2020, une année charnière. Si on vous demande de prophétiser un Mali de rêve, ça peut être quoi pour vous? Ça doit être un Mali où il y a la paix déjà, où personne ne peut courir derrière personne parce qu'il n'est pas dans la même religion que vous. Un Mali où personne ne peut dormir le ventre creux s'il ne l'a pas voulu. Un Mali où tous les enfants sont instruits. Un Mali où personne ne peut se poser des questions. Comment je vais me soigner si je tombe malade? Ce Mali est possible. Un Mali industrialisé. Un Mali où l'agriculture est florissante. Un Mali où l'élevage est florissant. Où ceux qui les pratiquent vivent de façon harmonieuse avec la société et en personne épanouie. Ce Mali est possible. Ce Mali a toutes les potentialités de pouvoir le faire. Il suffit seulement de le rêver et d'avoir des hommes à la tête de ce pays-là qui portent ce rêve-là et qui se donnent pour mission dans la vie de réaliser ce rêve-là. Ce rêve, je le partage avec des gens. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exercice du pouvoir d'État. La conquête du pouvoir d'État, son exercice. Et ce rêve peut facilement être une réalité. Merci bien, docteur Mariko, pour ce débat à bâton rompu. Je vous rappelle que nous étions avec le docteur Omar Mariko. Il est un homme politique malien. Il a répondu à bâton rompu avec nous sur toutes les questions de l'heure. Ce ne sera pas le dernier. Nous aurons l'occasion d'éplucher d'autres sujets, d'autres contextes pour pouvoir étayer les Maliens. Mesdames, messieurs, vous étiez sur Mali Online, la plateforme digitale émettant du Mali vers les 5 continents, des 5 continents vers le Mali, en échange avec les personnalités de notre pays qui se battent pour le Mali, qui se battent pour l'épanouissement du Mali et qui se battent pour le bonheur du Mali. Mesdames, messieurs, à la prochaine, Inch'Allah.